Bienvenue dans ce deuxième débat de notre journée d'Eurogip 100% digital. On a vu lors du premier débat et des premières interventions les enjeux de reconnaissance qui pèsent et qui sont importants pour ces métiers du care, aussi bien au niveau des missions à conduire sur la prévention de ces risques de dépendance que sur les conditions de travail nécessaires et souvent insuffisantes pour mener à bien ces missions pour les personnels. On va voir maintenant comment les politiques conduites en matière de prévention des risques professionnels peuvent apporter des réponses à ces enjeux. Et pour en parler, nous avons deux invités avec nous en plateau. Stéphane Pimbert, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Directeur général de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Vous nous direz les difficultés qu'il y a à adresser ce secteur et puis les initiatives qui peuvent être engagées. Myriam El Khomri, Anne Thibault, on citait quelques-unes tout à l'heure. Et Thierry Palka est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil au sein de la CARSAT Aquitaine, dont on a déjà parlé aussi tout à l'heure. Une CARSAT qui a mis en place un dispositif particulièrement innovant, aidant-aider, destiné aux acteurs du soin à domicile. On va en parler ensemble. Nous aurons également les témoignages de deux experts européens qui apportent des approches innovantes sur le sujet en Italie et en Irlande. Je voudrais commencer avec vous, Stéphane Pimbert. Je le disais tout à l'heure, on est face à un secteur qui a une sinistralité très importante. On est face aussi à un secteur qui, pendant longtemps, est resté un petit peu, j'employais ce terme-là, à l'arrière-plan d'un certain nombre de programmes de prévention des risques professionnels. Comment est-ce que vous expliquez cette difficulté à adresser ce secteur d'activité spécifique ? Alors, c'est un secteur qui était, comme vous dites, à l'arrière-plan, mais qui maintenant est au premier plan. On va y venir. On a commencé dans la branche AT-MP et à l'INRS à travailler sur ce secteur dans les années 2010, un petit peu avant peut-être. Et puis, il y a eu un coup d'accélérateur fort, et Madame Cambois l'a montré ce matin, quand la sinistralité, et Anne Thibault aussi l'a montré, la sinistralité a augmenté très fortement. On est maintenant, ça a été dit aussi, je crois par monsieur l'expert, à des indices de fréquence à 96 pour les EHPAD et 98 au domicile, pour les domiciles, et on est au-dessus du BTP, ce qui était auparavant vraiment le secteur le plus fort pour les indices de fréquence. Donc il y a depuis plus d'une dizaine d'années un effort, en tous les cas très important, de la branche AT-MP sur ce secteur qui a une forte sinistralité. C'est devenu une des priorités de la branche AT-MP, c'est devenu une des priorités du plan stratégique de l'INRS. C'est un secteur qui est complexe parce qu'en fait, dans ce secteur, on retrouve quasiment tous les risques qui existent de façon large. On trouve les TMS, troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, les risques biologiques et chimiques, mais on trouve aussi des risques comme le risque routier pour l'aide à domicile. Et donc, on a une multitude de risques et quasiment tous les risques qui existent ailleurs, donc c'est une vraie difficulté. L'autre aspect, c'est que c'est un secteur qui n'est pas toujours complètement structuré, en tous les cas, dans lesquels nous avons des difficultés souvent à faire de la prévention de par la structuration du secteur, alors plus facilement dans les établissements, plus difficilement à domicile, avec des personnes qui travaillent seules et dans des domiciles privés. Ça a été dit, ça sera, je pense, encore dit. C'est une vraie difficulté. Et puis, il y a, je dirais, une multitude, et Madame El Khomri en parlait, de facteurs qui devraient être améliorés pour que ce secteur progresse. C'est vrai que c'est la reconnaissance, c'est l'aspect qualification, l'aspect formation, c'est l'aspect rémunération, etc. Mais en tous les cas, on a, nous, du mal souvent à toucher. Mais c'est devenu pour la branche AT-MP, en fait, une vraie priorité, encore une fois, aussi bien branche AT-MP et CARSAT que l'INRS, vraie priorité dans nos plans stratégiques et dans nos objectifs. Alors, si on résume, on peut dire qu'il y a trois grands leviers un peu d'action des politiques publiques de prévention en termes d'organisation du travail, on va en parler, en termes de qualification, on va en parler aussi, et puis en termes, je dirais, logistique, d'équipement. Il y a depuis quelques années un effort important qui est mené, notamment en établissement, pour l'équipement en aide technique qui facilite la manutention, et on sait que les risques sont très fortement associés aux problématiques de manutention avec des
des rails, avec des appareillages automatiques qui aident à lever les personnes, qui aident à accompagner les soins et les manipulations autour de ces personnes. Comment une structure comme la vôtre peut aider à la meilleure appropriation de ces aides techniques? Alors, je vais dire deux aspects. D'abord, nous avons conçu un guide dont la parution est prévue au mois d'avril, dans quelques semaines. Un guide technique qui s'intitule Guide pour le choix et l'acquisition d'aide à la manutention de personnes et de chariots. Donc c'est clairement un guide pour essayer d'aider les structures, notamment EHPAD, à acquérir du matériel, à les choisir, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On travaille aussi avec le syndicat national des fabricants de dispositifs médicaux sur comment choisir le meilleur outil ou le plus adapté sur ça. Donc guide INRS que vous pourrez trouver dans quelques semaines sur le site. Et puis il y a aussi un autre guide qui pour moi est très important, qui a été un petit peu évoqué ce matin, c'est dans la conception des locaux. C'est-à-dire que là aussi, au niveau des EHPAD, on a une brochure sur comment intégrer les éléments de santé-sécurité dans la conception de locaux ou dans la reconception de locaux lorsqu'il y a des travaux dans les locaux. Donc ça, ce sont des choses très, très concrètes pour aider, encore une fois, au choix des outils, pour aider dans la conception des locaux ou la reconception des locaux, parce que c'est un point qui, là aussi, est très, très important. Et comment intégrer cet aspect de santé-sécurité dans la conception. On fait ce travail-là dans d'autres métiers, pour des artisans, pour des petites entreprises, mais là, c'est spécifique, notamment pour les EHPAD. Alors, un autre grand levier, un autre grand enjeu, c'est celui de la qualification, de la montée en qualification des personnels, de l'ensemble des personnels. Le rapport El Khomri le dit, le propose, généraliser les formations sur ces sujets pour les directeurs d'ici 2024, pour que tous les directeurs soient formés, avoir des formations obligatoires au TMS pour l'ensemble des instituts d'aides-soignants. C'est les objectifs que donne le rapport El Khomri. Comment est-ce que vous agissez, vous, l'INRS, pour aider à cette montée en qualification? Alors, l'INRS agit dans le domaine de la formation avec je dirais, deux types de publics traditionnellement, quels que soient les secteurs d'activité, et là, c'est encore le cas. Soit en formation initiale pour les soignants ou pour les aidants, avec notamment des travaux avec le ministère de l'Éducation nationale sur le bac professionnel, donc en intégrant la santé et sécurité dans les programmes, donc sur formation professionnelle des soignants, des aidants, et puis formation continue, Anne Thiebaud l'a indiqué ce matin, formation de formateurs PRAP, formation de formateurs avec une certification, et puis formation d'agents CARSAT, qui sont les relais de l'INRS et de la branche AT-MP, en tous les cas très opérationnels dans les régions. Donc formation initiale, formation continue, et ça c'est important. Et les formations initiales, elle est importante parce que on s'aperçoit que c'est lorsque les personnes les plus jeunes sont sensibilisées et même formées qu'il y a ensuite une sinistralité qui baisse. Et c'est assez significatif, quel que soit le métier. Plus on est sensibilisé jeune, alors pas trop jeune, mais en tous les cas, notamment dans les lycées professionnels, qu'ensuite on a une sinistralité qui est plus faible pour ces personnes qui ont été formées. Un troisième levier, troisième enjeu, là encore souligné même par le rapport El Khomri, c'est celui de l'organisation du travail, du management, des conditions de travail. On le sait, c'est des équipes qui travaillent beaucoup à gérer la pénurie, à gérer des rythmes de travail effrénés. Comment est-ce que vous pouvez accompagner justement une organisation du travail qui met en avant aussi la prévention et la sensibilisation au risque professionnel? Alors, deux principaux aspects. L'un qui est la formation de ce qu'on appelle les managers. Ça, c'est aussi quelque chose qui, quelles que soient les professions, est important parce qu'il faut que les managers soient sensibilisés aux risques qu'il peut y avoir, et encore plus dans ces métiers où les risques sont multiples et variés sur ça. Et puis, avoir des vraies réflexions sur l'organisation du travail en prenant le temps d'avoir ces réflexions sur l'organisation du travail, ce qui est rarement le cas, puisque c'est très souvent le fait plutôt avec
accompagné par le sous-effectif, accompagné par différents facteurs, le fait de réaliser la tâche et non pas l'organiser auparavant et de concevoir une organisation qui fonctionne bien. Donc il y a vraiment cette réflexion à avoir. On a à l'INRS élaboré avec les CARSAT notamment 2 brochures, l'une qui s'adresse aux EHPAD et l'une qui s'adresse à l'aide à domicile et qui sont des brochures générales sur à la fois l'ensemble des risques et à la fois comment les appréhender et comment essayer de s'organiser, d'être formé, etc. Parce que ce sont quand même 2 activités qui sont évidemment différentes par rapport à ça. Je voudrais compléter avec Thierry Palka, avec votre regard, votre aperçu un peu aussi d'acteur de terrain sur ce secteur. On va parler de ce programme Aidant Aider. Avant toute chose, quelle principale difficulté vue du terrain et quelle principale résistance aussi vous rencontrez pour adresser le secteur du soin à la personne en matière de prévention des risques? Sur le terrain, vous avez différents acteurs et pour pratiquement chacun de ces acteurs-là, vous pouvez avoir des résistances. Il y a des résistances qui peuvent émaner des salariés, parce qu'aujourd'hui, vous avez encore un certain nombre de salariés, mais pas tous bien évidemment, qui ont des idées reçues en considérant que plus je me sollicite et plus j'aide. Et en fait, c'est cette définition-là que peuvent avoir ces salariés-là. Nous, on essaie de leur dire en retour, non, il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et ça, c'est pas évident encore aujourd'hui dans la tête de certains salariés, mais aussi de par leur humanité et leur empathie qui a été citée auparavant avec les différents interlocuteurs. Donc ça, c'est le premier aspect. On a des freins encore au niveau de certains salariés. On a des freins au niveau des structures, même si la situation s'améliore. Donc les freins, c'est pouvoir mettre à disposition des salariés, compte tenu des situations qu'on a évoquées, où c'est compliqué, parce qu'il faut effectivement assurer les différentes interventions avec des effectifs qui sont souvent réduits. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis, vous avez aussi certaines structures qui ne s'autorisent pas forcément à aller solliciter les bénéficiaires ou les aidants familiaux pour leur demander de mener à bien certains aménagements au niveau du domicile ou éventuellement équiper certains domiciles pour améliorer la situation de leurs salariés. Donc ça, c'est des freins. Et puis après, vous avez des freins qui sont d'ordre structurel, donc je vais les rappeler très rapidement. Mais la tension du marché du travail fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des salariés qui soient formés. Quand on en récupère des ressources, on est déjà bien content d'en avoir. Et former, c'est très très compliqué. Du point de vue structurel, on a parlé d'augmentation, c'est-à-dire quantitativement, effectivement, on a de plus en plus de personnes âgées dont il va falloir s'occuper, mais ces personnes âgées-là aussi, elles vieillissent, donc vous avez du point de vue qualitatif une complexification des tâches qui font qu'aujourd'hui, c'est aussi une difficulté, une tendance très très lourde ça. Donc ça nécessite des mises à jour, des formations, et on revient toujours au même débat de la mise à disposition des salariés. Donc les difficultés, elles sont de différents ordres. Vous avez conduit dans votre CARSAT de Nouvelle-Aquitaine un certain nombre d'initiatives justement en matière de prévention des risques. On va parler et s'attarder un peu sur ce dispositif Aidant Aider. Anne Thiebaud en parlait tout à l'heure. Il a été initié en 2015 de manière expérimentale. C'est un dispositif innovant, c'est un dispositif vraiment exemplaire à plus d'un titre. Il permet de répondre à la fois à cette partie du secteur des soins à domicile qui est souvent plus difficile à adresser. Et puis il travaille véritablement sur une logique de montée en compétences globales de l'ensemble des acteurs. On va en parler, on va regarder tout de suite un court film qui raconte cette aventure à travers l'expérience d'une structure de soins à domicile de 250 salariés du côté de Libourne. Elle en a bénéficié et elle en témoigne. Quand je suis rentrée dans ce programme, je me suis dit enfin on pense à nous. Les salariés sont relativement effectivement contents de travailler avec nous parce qu'on leur apporte un plus sur le terrain. On arrive à avancer avec eux parce qu'ils voient bien que c'est bénéfique pour eux. Le programme Aidant Aider permet finalement d'ouvrir des portes sur les différentes missions des aides à domicile. Intégrer le programme Aidant Aider est une opportunité.
Au sein de la structure, il y a eu un dynamisme tel que la direction a souhaité créer un pôle prévention avec une obligation d'intervenir à domicile. Le pôle de prévention est essentiel pour moi. Ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi, car je me sens moins seule. On est rentré dans le programme effectivement pour travailler quand même sur 2 axes. Le premier axe, lutter contre le fléau du métier d'aide à domicile au niveau national, c'est l'absentéisme et les accidents de travail. Et le deuxième axe, essayer de revaloriser le métier de l'aide et du soin à domicile, qui est un métier quand même qui est souvent peu valorisant et peu valorisé et peu reconnu, que ce soit d'un côté des difficultés physiques du métier ou psychologiques. Le fait de mettre en place du matériel donne envie de créer un lien d'accompagnement, de valorisation de ces personnes-là et non plus juste de faire l'entretien. Par exemple, j'ai une personne chez qui je vais et elle n'arrive plus à cuisiner. Et là, bientôt, grâce au matériel utilisé et aux compétences de l'ergothérapeute, on va pouvoir faire juste un simple dessert. Mais du coup, ça va valoriser la bénéficiaire et moi pour la même occasion. C'est pas seulement des aides techniques, c'est aussi des conseils, puisqu'on peut mettre une aide technique en place si les personnes ne savent pas comment l'utiliser. Donc c'est important de pouvoir aller au domicile, faire l'essai avec la personne, avec les salariés et avec les aidants. Quand je suis arrivée à l'association, au fur et à mesure des visites que j'ai faites, j'ai pu me rendre compte que finalement on ne parle pas juste du bénéficiaire et de la salariée, mais aussi de la famille tout autour, qui est souvent épuisée, en manque d'informations, isolée. Et l'aide à domicile est finalement le seul intermédiaire qu'ils ont avec l'association. L'impact effectivement du programme Aidant Aidé chez nous, c'est une diminution de 22% des actions de travail liées à la manutention, ce qui est déjà énorme. Je pense qu'on est bien positionné. Le programme Aidant Aidé, c'est aussi le fameux Théâtre Forum, qui est un outil de communication extraordinaire. Ça permet de façon ludique de parler de la prévention et des chutes. Et je pense que la plus belle réussite de ce Théâtre Forum, c'est le sourire. Alors, on voit bien que dans ce dispositif, il y a un important déploiement de ressources, alors à la fois des aides techniques à domicile et puis des ressources d'expertise. On a vu une ergonome parler, on a vu une psychologue aussi intervenir. Et au-delà des ressources, il y a vraiment, on va en parler, une méthodologie à la fois d'adhésion et d'autonomisation des structures pour qu'elles aillent d'elles-mêmes au-devant de la prévention de ces risques professionnels. En quelques mots, quelles sont les étapes clés de cette approche qui se fait donc sur 2 ans en fait, hein. Oui, c'est sur 2 ans, tout à fait. Je voulais revenir et parler que programmer Aidant Aidé, une qualité de vie à préserver. Voilà, c'est un peu notre logo et ce qui nous mène. Et c'est important, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, considérant que si on prend soin de soi, si les aidants ont une bonne qualité de vie au travail, à ce moment-là, ils assureront un service très correct au niveau des bénéficiaires. Ça, c'est le premier point. Sinon, pour le programme en lui-même, effectivement, ça part de notre credo, nous, CARSAT, hein, et on est mené par ça, qui considérons que la sinistralité, accident du travail, maladie professionnelle, parce que c'est ça notre champ, c'est pas une fatalité et qu'il y a moyen d'améliorer la situation. Et ça, c'est important et c'est ça qui nous guide sur ce programme-là, qui a eu ses prémices en 2012-2015 où on s'est mis au point, on a co-construit, mais pas tout seul, hein, puisque les CARSAT ne travaillent pas forcément tout seuls sur le terrain. Ça s'est co-construit avec un certain nombre de partenaires, donc des structures, des fédérations, des médecins du travail, et puis il y a eu des gérontologues qui sont intervenus. On a co-construit et on arrive aujourd'hui à un dispositif effectivement qui se déroule sur 2 ans, où la première année, on pose un peu les fondamentaux de la prévention, c'est-à-dire qu'on se préoccupe, à partir d'un diagnostic initial qui est réalisé par un ergonome, on se préoccupe d'un certain nombre de critères. Les accidents du travail, qu'est-ce qu'il est fait des accidents du travail au sein de la structure? Est-ce qu'ils sont analysés? Les maladies professionnelles, idem. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont tenus à jour? Est-ce qu'au niveau des interventions, elles sont préparées? Comment elles sont préparées? Comment elles sont suivies? Est-ce qu'on se préoccupe de l'accueil des nouveaux embauchés? Est-ce que le document unique est réalisé? Donc vous avez un certain nombre d'items qui sont balayés à l'occasion d'un diagnostic initial, et ensuite vous avez un plan de route qui est déployé.
Donc la première année, c'est les fondamentaux, c'est-à-dire que l'entreprise se met en ordre de marche. Pour se structurer et puis également former un certain nombre de compétences pour la mise en œuvre de ce programme-là. Et puis on commence à lui demander de regarder un certain nombre de points, notamment de regarder l'évaluation des risques, c'est-à-dire le repérage des risques au niveau des domiciles, ce qui n'est pas systématique pour toutes les entreprises encore aujourd'hui. Et ça, c'est déjà un premier point. Et puis une fois que vous êtes occupé du repérage des risques et que vous avez commencé à mettre en place un certain nombre de procédures avec les intervenants, et ben vous vous préoccupez aussi de l'accueil des nouveaux, parce que comme le disait M. Marsat dans le film, c'est un véritable fléau, l'absentéisme dans ce secteur d'activité-là. Donc il faut se préoccuper de savoir dans quelles conditions sont accueillis les nouveaux, avec derrière la notion d'un peu de parcours d'intégration, là. Faire en sorte que les gens qu'on accueille et qu'on souhaite embaucher, eh ben on puisse arriver à les garder et pas qu'ils partent au bout de 2-3 jours parce qu'on est très désorganisé, parce qu'on n'y arrive pas et qu'on n'a pas pris le soin de correctement s'en occuper et de leur déployer un parcours d'intégration qui porte son nom à juste titre. Donc voilà sur cette première année les fondamentaux qui sont posés. Et puis la deuxième année, on rentre vraiment dans le plan d'action. Donc dans le plan d'action, vous avez des dispositifs de formation qui sont importants, et notamment qu'a évoqué M. Pimbert tout à l'heure, donc des formations PRAP notamment qui sont très largement déployées par l'INRS. Vous avez des formations animateurs prévention également qui sont déployées par l'INRS. Vous avez des formations acteurs premiers secours. Donc tout ça, ça permet de renforcer et de sensibiliser très fortement les différents intervenants à domicile sur leur prévention à eux, mais aussi sur la prévention de l'entreprise. Et puis, hors les dispositifs de prévention, on commence effectivement, et vous avez cité tout à l'heure les aides techniques, c'est important pour les établissements, mais c'est aussi important pour les structures d'aide à domicile, parce que vous avez effectivement aujourd'hui un certain nombre d'aides à domicile qui permettent largement de diminuer les manutentions et les contraintes physiques des intervenants. Donc on leur demande de travailler sur les aides à domicile, de commencer à constituer un premier stock, de se questionner sur comment on va les utiliser, dans quel cas on va les utiliser, d'être formé sur leur utilisation et éventuellement d'être formé sur comment convaincre les aidants, et donc les aidants, que ce soit le bénéficiaire, qui n'aime pas tout le temps voir rentrer l'hôpital à domicile, et puis convaincre aussi les aidants familiaux, qui peuvent être parfois un frein à l'aménagement des locaux de ce point de vue-là. Et puis, vous avez un dernier point qui est après, derrière, tout ce qui est diagnostic complexe. On l'a cité tout à l'heure que la population vieillissait, que c'est une population salariée qui est soumise à un certain nombre de contraintes physiques, puisque vous avez affaire à des handicaps physiques, mais vous avez de plus en plus aussi des personnels qui sont confrontés à des handicaps cognitifs. Vous avez des développements de maladies neurodégénératives, on peut citer Parkinson, on peut citer Alzheimer, et là, c'est des cas qui sont souvent assez complexes à gérer, pas toujours faciles à appréhender, et qui demandent le recours à un spécialiste, à un ergothérapeute notamment, sur ces sujets-là, pour pouvoir effectivement trouver les bonnes solutions. Et quand je parle des bonnes solutions, c'est ensemble avec l'intervenant, et ensemble avec les aidants familiaux, voire le bénéficiaire. Un mot sur ces images de théâtre forum qu'on a vues à la fin. À quoi ça correspond, ce théâtre forum, et comment ça s'intègre dans le dispositif global ? Alors, le théâtre forum, c'est un théâtre, enfin, c'est plusieurs représentations de théâtre selon la taille des structures. En l'occurrence, pour cette structure-là, il y en a eu plusieurs, qui sont organisées par la structure et avec pour public les aidants familiaux et puis les bénéficiaires. Et vous avez des scénettes qui sont jouées par un groupe d'acteurs, théâtre, ouais. Tout à fait, qui font du théâtre et qui reprennent, en général, c'est autour de 3 scénettes, du vécu quotidien des intervenants. Avec, vous avez vu quand même des situations parfois un peu portées à l'excès, parfois un peu caricaturales. Donc la scénette est jouée une première fois, et puis est jouée une deuxième fois, et là on sollicite la salle sur les remarques, les débats, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et ça entraîne effectivement des échanges très très intéressants et ça dévoile les a priori de la salle sur ce qu'est le travail à domicile, et ça permet aux intervenantes à domicile également d'expliquer leur vécu au quotidien. Et la finalité des théâtres forums, c'est de faire converger un peu les vues et de faire
converger la compréhension que peuvent avoir les uns et les autres sur le métier et de montrer que ce métier-là, il n'est pas si simple que ça. Il y a un certain nombre de contraintes, ça nécessite un certain nombre de connaissances, un certain nombre de compétences et puis globalement, on s'improvise pas. Et dans un domicile, voilà. Donc c'est le champ de l'acculturation qui permet aussi de l'adhésion plus globale sur le dispositif. Vous avez un tiers des structures du territoire qui ont déjà répondu à ce programme et qui sont engagées. C'est très bien, c'est très fort. Il y en a 2 tiers, c'est pas encore le cas. Quels sont les types de structures qui sont les plus compliquées à atteindre et quelles sont les plus grandes résistances que vous rencontrez? Alors, on est arrivé à un tiers aujourd'hui parce qu'on a démarré il y a déjà 6 ans. Pas mal de temps, exactement. Donc, vous voyez que ça a pris du temps. Les différents types de structures, alors, le panorama, et ça a été cité lors des interventions précédentes, il est assez varié. Approximativement, vous avez moitié de structures qui sont des structures publiques, donc qui peuvent être adossées ou pas à la CNRACL et donc au Fonds national de prévention qui peut éventuellement amener à financer un certain nombre d'actions. Vous avez des structures privées. Dans les structures privées, vous avez pas mal de structures associatives. Mais lesquelles sont aujourd'hui les plus difficiles à adresser? Et donc, selon l'organisation de ces structures-là, selon que ces structures-là sont organisées en réseau ou pas, vous avez typiquement des CCAS qui peuvent être organisées en union départementale de CCAS, et à ce moment-là, ces unions départementales des CCAS peuvent prendre le relais par rapport aux actions qu'on peut mener avec ces structures-là. Vous avez les ADMR qui sont structurées en fédération départementale ADMR. Quand ces fédérations-là sont motivées, elles peuvent également servir de relais. Donc vous avez, selon la structuration territoriale, vous avez possibilité de faire appel à des relais et qui peuvent après, derrière, entraîner un certain nombre de structures. Donc ça, cet aspect-là, il est important. Mais c'est très territorialisé. Ouais, je vais y arriver. Donc ça, cet aspect-là. Et puis, vous avez également, en général, des grosses structures qui sont un peu plus structurées, qui ont des compétences un peu plus étoffées et qui leur permettent de... Vous avez des CCAS aujourd'hui qui peuvent avoir recours aussi à des ressources de métropole ou de communauté urbaine, alors que vous avez des structures privées qui ne peuvent pas faire appel à ces ressources-là. Donc il n'y a pas de typologie à proprement parler de structure. Le dispositif est encore en expérimentation, évaluation 2021-2022. Déjà, un certain nombre d'autres CARSAT s'y intéressent. Oui. Quel est le coût global de l'opération depuis que c'est lancé en 2015 et quels sont les horizons de passage à l'échelle un peu d'une telle initiative? Aujourd'hui, effectivement, le dispositif est en expérimentation à la CARSAT Aquitaine qui a pris de l'avance par rapport aux autres CARSAT parce qu'elle s'y est mise plus tôt. On a réussi effectivement à convaincre un certain nombre de structures, de CARSAT d'y aller également. Donc il y a des CARSAT comme la Normandie, l'Est, les Pays de Loire et puis le Centre-Ouest qui y sont allés également sur ce sujet-là. La difficulté, c'est que... ça a l'air simple quand on parle du programme Aidant Aider, mais la difficulté, c'est qu'il faut absolument trouver des cofinanceurs. Une CARSAT toute seule dans sa région, compte tenu des besoins, compte tenu du nombre de structures, ne peut pas mener à bien un programme comme ça sans cofinancement. Et ça veut dire que trouver des cofinanceurs, c'est-à-dire de l'argent, et de l'argent public, puisque ces structures-là sont financées uniquement par des fonds publics, c'est compliqué. Ça veut dire des réunions, ça veut dire de la coordination, ça veut dire arriver à mobiliser. Donc je vais répondre après à votre question sur le coût, mais ça veut dire que ça prend du temps, si vous voulez. Il y a ce qu'on veut faire et il y a le fait qu'il faut avoir besoin de cofinanceurs. Et ce cofinancement, c'est aussi une mission sur laquelle vous êtes facilitateur aussi, vous. Tout à fait, et on est facilitateur à double titre parce qu'on a possibilité, effectivement, de financer un nombre d'actions, et donc on a utilisé ces dispositifs financiers-là qui étaient à notre main en région. Mais on a également sollicité d'autres structures, donc l'Action sanitaire et sociale des CARSAT,
qui a en charge de s'occuper des retraités, GIR 5-6, je passe les détails, a possibilité également de financer ce dispositif-là. On a parlé tout à l'heure de la CNSA par l'intermédiaire des conférences des financeurs qui peut amener également de l'argent pour financer un certain nombre d'actions au niveau du programme Aidant-Aider. Vous avez les conseils départementaux, la CNRACL, j'en ai parlé tout à l'heure avec le Fonds national de prévention, les OPCO. Donc faut arriver à organiser, à coordonner tous ces organismes-là pour faire en sorte que chacun mette son obol et arrive à financer ce dispositif-là pour qu'il puisse être déployé. En termes de coûts, sinon j'y reviens, je n'ai pas perdu de vue votre question. Au jour d'aujourd'hui, on est autour d'à peu près 180 structures qui ont été financées. Le coût moyen pour le programme Aidant-Aider sur 2 ans, c'est autour de 30 000 euros. Donc chacun fera le calcul, mais vous pensez bien qu'à plusieurs millions d'euros, ce montant-là peut pas reposer uniquement sur les CARSAT. Okay. Mais faut voir. Alors je veux quand même rajouter 2 points. Le premier point, c'est que si on finance pas et quasiment intégralement les structures, compte tenu de leur mode de financement d'aujourd'hui, il y a rien qui s'engagera. Faut en être convaincu. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point au niveau de ce financement-là, faut pas le considérer comme une dépense, faut considérer, on l'a vu ce que aussi, disait Myriam El Khomri. Mais je me permets de le répéter, c'est vraiment un investissement, quoi. Parce que le secteur en a besoin. Le secteur en a besoin et on voit que les tâches qui leur sont demandées se complexifient, ça nécessite des formations, de la mise à niveau, etc., etc. Et donc, c'est vraiment investir sur ce secteur d'activité-là. On reviendra vers vous, on va aller prendre quelques illustrations chez nos partenaires européens avec 2 témoignages, je l'ai dit, en Italie et en Irlande. On va commencer par l'Italie, où le soin à la personne fait depuis quelques années l'objet d'une attention particulière. C'est l'INEL, l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail, qui mène notamment les missions de prévention du secteur, qui a mis en place en 2019 un dispositif inédit de certification des personnels des structures de soins à domicile, aussi bien pour ceux qui assument des tâches plutôt médicales que pour ceux qui font des tâches domestiques. Donc il y a un format de certification avec une formation qui est à suivre pour les personnels qui le souhaitent. Il y a un autre dispositif innovant, on en a beaucoup parlé déjà dans de précédentes éditions de REGIP, ce sont ces aides financières, ce dispositif d'aide financière aux PME du secteur pour les aider à financer jusqu'à 65% des dispositifs de prévention au sein de leur établissement. Pour en parler, pour voir la manière dont ça se déploie, les effets que ça a, on va écouter Ilaria Maria Barra. Elle travaille au département consultatif pour l'évaluation et la prévention des risques de l'INEL. On l'écoute. Ilaria Maria Barra, INAIL Italie. Améliorer les pratiques dans le secteur des soins à domicile, quel challenge pour l'INAIL? Les soins aux personnes âgées est un secteur très important pour l'INAIL en raison de l'augmentation de l'espérance de vie, ce qui suppose qu'il y a un plus grand nombre de personnes âgées. On considère qu'environ 58% des personnes âgées ont besoin d'aide ou d'assistance. Donc le travail des aides à domicile a pris beaucoup d'importance au fil des années. Et ce sont des professions très importantes qui ne sont pas dépourvues de risques. Il est donc très important que nous puissions informer les employés sur les risques et sur les bonnes pratiques à mettre en place de façon à éviter les situations dangereuses. Pourquoi un nouveau standard? Quelle ambition pour l'INAIL? Ce standard, cette norme est tout à fait nouvelle. Elle a été publiée à la fin de 2019 et l'objectif de ce standard est de définir quelles sont les compétences et les connaissances de base dont doivent être équipées les aides à domicile, si bien que pour chaque activité qu'ils mènent dans le cadre de leur travail,
Les aides à domicile doivent connaître les risques associés à la manipulation de produits chimiques ou les risques liés à la manutention et au mouvement des personnes âgées qu'elles doivent aider, ou la manutention d'équipements, les risques biologiques également. Et elles doivent aussi avoir des connaissances de base en psychologie de façon à établir de meilleures relations avec les personnes qu'elles aident et de façon à mieux comprendre ces personnes. Et pour acquérir l'ensemble de ces compétences, les aides à domicile doivent suivre une formation de 65 heures. À l'issue de cette formation, ces aides à domicile sont certifiées. Le standard n'est pas requis par la loi. Il est donc très important que les employés comprennent que cette norme, ce standard, leur offre l'occasion de trouver un emploi plus attractif sur le marché de l'emploi. Et pour les employeurs, c'est un moyen d'avoir des employés plus qualifiés. Des aides financières pour les employeurs. Pour quelles actions et avec quels résultats? Oui, l'INAIL a mis en place un dispositif de financement, d'aide au financement pour les PME du secteur privé depuis plus de 10 ans, de façon à améliorer les conditions de travail sur le lieu de travail. Et ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros que l'INAIL a investis par ces financements. Et une portion de ce budget est affectée à la réduction des risques qui sont liés aux risques liés au port et à la manutention de charges. Donc on investit davantage dans ce projet qui prévoit également la réduction des risques liés au port de personnes âgées et à l'aide au mouvement de ces personnes âgées. Et par exemple, pour la période 2017-2018, l'INAIL a financé 55 projets pour ce volet particulier d'activité, et cela a représenté un montant total de 4,5 millions d'euros. Ce projet a consisté, par exemple, à prévoir la modification des aménagements et l'achat d'équipements, d'appareils qui peuvent aider les aides-soignants à déplacer, bouger ces personnes âgées. Ce qui permet de réduire les risques. Et par ailleurs, nous remboursons 65% de l'investissement total qui a été consenti par l'entreprise. Quelles difficultés et quelles clés de réussite? Je pense que le plus difficile, c'est d'atteindre et de communiquer avec tous les employeurs et tous les employés de ce secteur. Dans d'autres secteurs, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec les salariés, les employés, les employeurs, mais avec ce secteur, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que nous allons poursuivre cet effort d'aide financière parce que c'est un bon moyen de promouvoir les efforts consentis par les entreprises, surtout dans un contexte économique difficile. Et je pense que la difficulté majeure, effectivement, dans ce secteur, c'est d'atteindre et de communiquer avec tous les salariés de ce secteur.
Alors, on voit bien à travers ces deux dispositifs, les dispositifs des aides financières, c'est un dispositif qui a plus de 10 ans, mais qui se centre beaucoup sur ce secteur du soin à la personne aujourd'hui. Et puis, c'est ce dispositif de certification, c'est des formations de 40 à 65 heures pour les personnes qui en Italie sont importantes pour deux raisons. Déjà, ça permet de formaliser un petit peu ce secteur. On sait que la part du travail au noir est très importante, et puis de faire une montée en compétences des différents personnels sur cette formation qui est donc volontaire, mais dont l'INEL parie sur l'attractivité pour susciter l'adhésion. Il y a derrière ça la question de ces compétences, et on en parlait tout à l'heure avec Stéphane Pimbert. Je voudrais en dire un mot avec vous, Thierry Palka. Dans quelle mesure les CARSAT, une CARSAT comme vous, peut aussi être promoteur, acteur de la montée en compétences au niveau de la formation initiale? Stéphane Pimbert disait à quel point c'était important au niveau des lycées, au niveau des instituts de formation. Est-ce que vous intervenez aussi, pouvez intervenir aussi sur ces acteurs-là? Au démarrage du programme, très rapidement s'est posé la question effectivement de la formation, et de la formation, comme l'indiquait M. Pimbert tout à l'heure, sous deux aspects: formation initiale d'une part et formation continue d'autre part. Concernant la formation initiale, assez rapidement, la CARSAT Aquitaine avait pris des contacts avec un lycée professionnel qui avait en charge cette filière d'aide à domicile, et avait questionné et s'était renseigné sur la possibilité de rajouter au programme de cette filière-là la prévention des risques, qui n'y était pas du tout inclus. Donc ça a mené effectivement à ce qu'il y ait une inspectrice de Bordeaux qui intervienne et qui contribue à la rédaction d'une documentation INRS sur le sujet. Et cette documentation-là, elle fait partie intégrante d'un dispositif qui s'appelle TutoPrev Pédagogie. Et donc la CARSAT Bordeaux, effectivement, a été un peu initiatrice de cette documentation-là au travers de cette inspectrice-là. Donc ça, c'est le premier aspect pour la formation initiale. Et puis, comme il n'y a pas que comme seul acteur les intervenantes à domicile, mais vous avez aussi un certain nombre d'autres parties prenantes, notamment des ergothérapeutes. Bon, il y a des contacts qui ont été pris également avec la formation d'ergothérapeutes de Bordeaux, où on faisait le constat, et effectivement, par nature, l'ergothérapeute, il est plus orienté bénéficiaire que orienté salarié. Et donc, on a eu des discussions avec la formation d'ergothérapeute pour leur demander s'ils ne pouvaient pas prendre aussi en compte l'aspect salarié, sachant que les compétences étaient les mêmes, quoi. Enfin, se questionner sur la prise en charge d'un bénéficiaire et se questionner sur les conditions de travail avec des manutentions d'un intervenant. Enfin, il n'y a pas besoin de radicalement modifier la formation. Et donc, il y a eu des formations PRAP qui ont été intégrées au cursus d'ergothérapeute à Bordeaux, et aujourd'hui, ça s'est correctement généralisé. Donc, tout ça pour dire que sur la formation initiale, bien évidemment, il a fallu effectivement aller rechercher un certain nombre de pistes pour pouvoir insuffler de la prévention dans les différents cursus. Et puis après, eh bien, il y a la formation continue. Donc là, typiquement, on rentre dans le programme Aidant-Aider avec les différents dispositifs qu'on a évoqués tout à l'heure. PRAP, bien évidemment, animateur prévention, acteur premier secours, etc. Et tout ça, c'est des dispositifs qui sont portés par l'INRS et qui font appel à des organismes de formation qui sont référencés. Donc deux aspects sur l'aspect formation. On attaque par la formation initiale, et puis pour les gens qui n'ont pas suivi de cursus, parce qu'il y en a encore beaucoup, il faut le savoir, ou pour les gens qui n'ont pas été formés, même s'ils avaient suivi un cursus mais ancien, à ce moment-là, on essaie de rattraper et de mettre à un bon niveau de compétence les salariés avec de la formation continue. On va rester dans le monde des soins à domicile. On va aller voir un deuxième exemple d'expérience qui va nous conduire en Irlande. Et c'est un exemple vraiment très, très intéressant, même presque édifiant. Parce que l'Irlande, c'est un pays où les métiers du care ont longtemps été associés à la sphère domestique, à la solidarité familiale, comme dans beaucoup de pays, notamment le pays du Sud. Et puis, face au vieillissement global de la population, face aussi à la saturation des maisons de retraite, il y a eu une explosion des structures de soins à domicile qui, aujourd'hui, à 90%, travaillent à l'accompagnement des personnes dans le grand âge. Alors, au-delà des aides ponctuelles, il a été
décidé par le gouvernement de programmer une loi globale reconnaissant et structurant le soin à domicile pour les personnes âgées. Et c'est le directeur général de Home and Community Care Ireland. Il s'appelle la Fédération des employeurs du secteur. Il s'appelle Joseph Musgrave. Il a beaucoup milité pour la reconnaissance et le meilleur encadrement réglementaire des acteurs du secteur. Il nous explique en quoi une telle loi peut être essentielle pour changer l'amélioration des pratiques et les compétences dans ce secteur. On écoute tout de suite Joseph Musgrave. Joseph Musgrave, Irlande. Pourquoi était-il nécessaire de faire du soin à domicile une loi en Irlande ? Actuellement, les EHPAD, les maisons de retraite sont reconnues et réglementées en Irlande, ce qui signifie pour les personnes âgées que, comme il n'y a pas de réglementation pour les soins à domicile, les personnes âgées vont davantage s'orienter vers les EHPAD, les maisons de retraite, ce qui signifie, comme nous l'avons observé pendant la pandémie, on n'est pas certain que les maisons de retraite soient le meilleur contexte. Donc, le gouvernement irlandais va adopter une nouvelle loi qui, d'ici un an, rendra les soins à domicile reconnus et réglementés. Et étant donné que les hôpitaux, les médecins et les EHPAD sont reconnus et réglementés, vous avez toute une hiérarchie, médecins, infirmières, etc., ce qui n'existe pas pour l'aide à domicile. Donc on espère que cette législation permettra de les inscrire dans cette échelle. On pourra améliorer partant leurs conditions de salaire et leurs compétences, parce que pour l'instant, ils ne le sont pas. En quoi la législation changera l'organisation du secteur et améliorera les pratiques? Actuellement, les soins à domicile en Irlande comprennent différents services. Par exemple, apporter compagnie aux personnes âgées ou faire le ménage de la maison, donc des tâches domestiques. Et de plus en plus, il y a une demande à l'égard des aides à domicile pour qu'elles effectuent des tâches plus médicales, des actes médicaux, c'est-à-dire par exemple administrer les médicaments, vérifier que les patients effectuent leur rééducation. Et on s'est rendu compte au fil de la pandémie qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient très isolées, ce qui suppose une composante de santé mentale importante. Alors on s'est dit, voici les différentes catégories des actes des soins à domicile. Et voici la rémunération pour chaque acte, de façon à ce qu'il n'y ait pas un seul budget, un seul salaire, ce qui permettrait aux aides à domicile de gravir l'échelle des salaires, parce qu'aujourd'hui, elles ont très peu de marge de manœuvre, elles ont très peu de possibilités d'évoluer avec la reconnaissance que d'une ou deux activités qu'elles mènent. Cela signifie aussi que le secteur de la formation doit mieux les reconnaître et concevoir des programmes de formation ciblant les aides à domicile et les professionnaliser. Nous espérons, par ce changement, que deux choses vont arriver grâce à cette loi. C'est-à-dire que, par exemple, les infirmières sont un corps professionnel reconnu avec un syndicat et leur chasse gardée. Mais les aides à domicile sont exclues de cela. Mais nous voulons les ramener au centre de cela, de façon à ce que les infirmières aussi s'adaptent à cette idée. Et deuxième chose sur laquelle nous travaillons actuellement, en tout cas, ce que fait le service de santé, c'est un projet pilote de façon à impliquer davantage de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un client doit pouvoir dire aujourd'hui mes besoins lundi, mardi, mercredi, c'est censé, voilà mon programme de soins pour cette semaine. Mais aussi, il faut que le patient puisse dire à l'aide à domicile, j'ai pas besoin que vous me douchiez aujourd'hui, je veux juste aller me promener, ou alors je me sens très seule, j'ai besoin de parler. Et l'aide à domicile doit pouvoir s'y adapter.
et travailler avec l'infirmière et dire, voilà, le programme de soins a changé aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait et voici ce qui va se passer. Parce que si cela ne se met pas en place, le programme de soins fonctionne bien pour les professionnels de santé que sont les infirmiers et les hôpitaux, mais pas pour le patient et l'aide à domicile. Et cela doit changer. Une meilleure reconnaissance des soins à domicile, quel défi pour les employeurs? Je pense que si nous travaillons bien, il ne devrait pas avoir de relations conflictuelles ou d'opposition. En effet, la plus grande difficulté des employeurs aujourd'hui, c'est le recrutement et que l'aide à domicile puisse aller de la maison A à la maison B rapidement et efficacement. Si les aides à domicile sont mieux reconnues, elles seront mieux organisées en tant que corps professionnel, elles pourront soumettre leurs requêtes à leurs employeurs et donc nous avons créé un sous-groupe pour traiter les questions de trajectoire de carrière et de conditions salariales. Et si aujourd'hui on ouvre un dialogue entre les employeurs et les employés, c'est un partenariat qui s'ouvre pour l'avenir plutôt que d'avoir des relations conflictuelles sur les questions salariales et les conditions de travail. Si on ne parvient pas à ouvrir ce dialogue, on aura ce conflit et des relations sociales compliquées et j'espère qu'on va éviter cela. Quelle est votre motivation pour vous engager sur un tel sujet? J'ai commencé ma carrière professionnelle pour contribuer à l'adoption de la loi pour le mariage pour tous en Grande-Bretagne. Et pour des raisons personnelles, ce métier m'attirait beaucoup. Mon frère, cadet, travaillait en tant qu'aide à domicile. Ma mère est infirmière et travaille dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Et j'ai senti qu'il y avait des grands changements qui arrivaient aujourd'hui. La technologie, le changement climatique et puis le vieillissement de la population dans le monde occidental. Et ce troisième point, quelque chose qui m'attirait beaucoup et je trouvais qu'il était nécessaire d'œuvrer à faciliter la vie de ces personnes en faisant que les aides à domicile soient plus professionnalisées. Parce que les gens qui sont en général avec mon poste ne se tournent que vers les employeurs et ne reconnaissent pas le rôle des employés. Et moi, mon idée, c'était que les deux puissent dialoguer. C'est un beau témoignage que nous apporte Joseph Musgrave sur à la fois l'initiative irlandaise et puis son engagement personnel aussi par rapport à ce sujet-là. Stéphane Paber, qu'est-ce que vous inspire, je dirais, cet exemple irlandais et est-ce qu'il y a un enjeu de reconnaissance globale, presque sociétale, de ces métiers et de leur excellence? Alors, il y a un enjeu global de reconnaissance parce que c'est, j'allais dire, à la fois un choix de société et à la fois inéluctable pour l'évolution de la société française. Et puis avec, en tous les cas en tant que préventeur, en toile de fond, cet aspect de sinistralité. C'est-à-dire que si tout allait bien, on s'en préoccuperait peut-être moins. C'est-à-dire qu'il y aurait l'évolution de la société et des choix qui seraient ceux de la société en général et du vieillissement, mais pas la sinistralité. La sinistralité fait que il faut absolument travailler sur ces aspects-là et de façon le plus globale possible. On a à l'INRS développé une démarche qui est la démarche ALM, c'est accompagner la mobilité. Et cet accompagnement de la mobilité, c'est l'idée que notamment dans ces métiers, on fait pas que de la prévention, on fait son métier avec la prévention et en ayant une démarche qui est à la fois entre l'aidant et l'aidé et pas simplement l'aidant ou pas simplement le soignant. C'est quelque chose qui est global et avec les deux acteurs principaux et ça c'est quelque chose qui est fondamental, qui est vraiment très très important. Et sur les différents aspects, aussi bien sur les aspects des risques troubles musculo-squelettiques, c'était la base au départ et c'était la principale difficulté. Les RPS sont arrivés après, le risque chimique, le risque biologique aussi, et puis les différents risques qui sont derrière, mais en intégrant des outils et en essayant d'avoir des aidés qui soient les plus autonomes possibles, ce qui en même temps
aidera l'aidant dans la démarche. Donc cette démarche ALM, on l'a bâtie sur plusieurs années, là aussi avec des expérimentations dans des établissements, et c'est quelque chose que l'on développe avec bien entendu le relais, l'appui de la branche AT-MP et des CARSAT, mais cette démarche ALM qui pour nous est une démarche importante. Elle comprend bien entendu tous les aspects de formation, les liens avec le ministère de l'Éducation nationale, etc., dont je parlais tout à l'heure, sur les aspects de formation initiale, formation continue. Je voudrais qu'on prenne, il me reste peu de temps, quelques questions. Il y a des réactions un peu, et je voudrais vous faire réagir dessus. Un mot très rapidement, Thierry Palka. Là aussi, que vous inspire cet exemple irlandais, et est-ce qu'il y aurait une ou deux mesures très très rapidement à prendre pour améliorer de manière emblématique la reconnaissance de ces métiers-là, pour vous? Donc vous avez cité effectivement la reconnaissance qui est un mal vraiment pour ce secteur d'activité-là, et effectivement ils sont en mal de reconnaissance, alors que par ailleurs leur métier évolue très largement. Moi je dirais par rapport à cette question-là que même si on s'est enfoncé une porte ouverte, mais quand même la rémunération, quand on entend parler que 11 ans au SMIC et pas de perspective d'évolution, ça contribue pas forcément à l'attractivité du secteur d'activité. Donc ça commence quand même un peu par là. Après, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des mesures qui ne sont pas que symboliques. Quand on voit que dans le cadre d'un SIAD, donc service de soins infirmiers, les voitures de service, ça pose pas un problème. Et puis que quand vous avez affaire à une structure d'aide à domicile, et ben les gens sont obligés de se déplacer avec leur propre véhicule, avec des défraiements qui ont été évoqués, qui peuvent être variables d'une région ou d'un département à l'autre. Ça, franchement, ça pose question, et c'est difficile à expliquer aujourd'hui. Alors que vous avez des gens qui sont amenés à faire beaucoup de kilomètres, notamment en race campagne. Vous avez l'attribution de téléphones portables professionnels qui permettent de rester un peu en lien avec la structure pour lui donner des informations sur la réalisation des interventions, sur les difficultés qu'elles ont à faire telle et telle, ou les retards éventuels. Ça, il y a des aspects comme ça qui me semblent vraiment très très importants de ce point de vue-là. Et puis après, sur certaines hautes mesures phares, effectivement, il y a laisser la possibilité aux gens de pouvoir se former, alors que c'est compliqué aujourd'hui. On voit que mettre à disposition des gens pour la formation, pour un certain nombre de structures, ça reste encore compliqué. Et ça, il faut laisser cette perspective de formation et de mise à niveau pour augmenter effectivement le niveau de compétence. Et ça me semble indispensable. Ça rejoint ce que disait Myriam El Khomri. Quelques réactions. Alors, je vous les lis. La question de l'information des médecins de ville sur les possibilités de financement d'aide technique pour les bénéficiaires à domicile, qui peuvent aider aussi à prendre à prendre soin des intervenants à domicile, pour notamment assurer la pérennité de la relation intervenant-bénéficiaire et la santé au travail de l'intervenant à domicile. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi du relais de ces médecins de ville et de leur sensibilisation fort? À partir du moment où on parle médecin, on parle soin. Moi j'ai apprécié tout à l'heure une intervenante, je pense, qui parlait de l'aide à domicile comme une sentinelle du parcours de santé des gens dépendants. Et c'est rappelé un peu dans le dispositif ALM, c'est-à-dire que avant d'arriver aux soins, il y a aussi un souci de faire en sorte de continuer à mobiliser les capacités des individus dépendants encore, malgré tout, mais qui ont encore des capacités cognitives et des capacités physiques. Et c'est en ça que vraiment les intervenants d'aide à domicile, c'est des gens qui font typiquement de la prévention par rapport à ça et qui retardent les soins le plus longtemps possible. Et ce rôle-là, qui va être amplifié avec les dispositifs ALM évoqués tout à l'heure par M. Pimbert, ça me semble vraiment fondamental. Alors bien évidemment, j'évacue pas non plus les médecins de ville dans le parcours de santé des gens avec handicap. Mais il faut bien avoir cette notion que les aides à domicile, c'est le premier maillon. Ouais, c'est vraiment des sentinelles. Et il y a des dispositifs aujourd'hui comme le PRPA qui travaillent justement à la prévention des chutes en conciliant l'ensemble des acteurs sur le territoire. Cet aspect-là, il est vraiment important. Et ça marche. Autre témoignage. En tant qu'ergonome en service de santé au travail, j'interviens dans ces domaines. Quel regret de ne pas associer les SST
aux actions menées ou à mener dans les EHPAD. D'autant que nous sommes souvent partenaires sur des dossiers TMS Pro. Si des portes s'ouvrent sur la prévention des risques et notamment en agissant sur les organisations, la pluralité des intervenants semble être une richesse. Quel dommage que les acteurs des SST ne soient pas plus concernés et concertés sur ces actions. Stéphane Pimbert. Non, j'ai pas la réponse en tant que telle sur ça. Non, la difficulté sur cet aspect-là, c'est qu'effectivement, là encore, on est sur des aspects qui sont très territorialisés. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 16 CARSAT sur la métropole, sans compter effectivement les CGSS qui sont les DOM, et vous avez près de 230 services de santé au travail. Donc, si vous voulez se coordonner avec les services de santé au travail, c'est compliqué. Et on s'aperçoit qu'en plus, comme ils ont chacun leur conseil d'administration, ils définissent aussi chacun leurs priorités. Il n'y a pas forcément d'harmonisation au niveau des services de santé au travail, même si, effectivement, bon an, mal an, on retrouve quand même des thématiques un peu communes. Donc, les TMS, cet ergonome-là les a cités. Mais ça veut dire que c'est vraiment une réelle difficulté. Donc, on ne veut pas faire sans, mais par contre, ils ne sont pas tous mobilisés comme peut l'être cet ergonome de service de santé au travail sur ce sujet-là. Donc, mais tous les volontaires sont les bienvenus dans ces dispositifs-là pour effectivement arriver à déployer au maximum le dispositif. Accompagné. Merci en tous les cas. Merci à vous deux pour vos éclairages. Merci à nos spectateurs pour leurs questions. On continue nos débats de Rogip cet après-midi. Rendez-vous à 14h. On verra avec quel levier on peut agir concrètement sur le terrain. On verra comment mettre en place une vraie culture de prévention avec des exemples innovants et décoiffants. À tout à l'heure à 14h.